Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bonjour à tous, c'est-à-dire les gens en présentiel qui sont là aujourd'hui dans notre amphithéâtre de Cézanne-Nanterre, mais également tous ceux qui nous regardent grâce au lien live dans nos différents centres saisis, les 25 centres en France, mais également ça peut être en entreprise, chez vous, des tuteurs, des institutionnels, nos partenaires, vos réseaux personnels et professionnels également. Vous n'hésitez pas à transférer ce lien live qui est gratuit, unique pour toute la saison, diffusable. Il y a un simple clic à 13h et vous pouvez suivre toutes les causeries de ce programme. Ce programme 2023-2024 que vous pouvez voir est décliné en plusieurs thématiques, mais on retrouve un petit peu de tout parce que l'idée vraiment, les causeries saisies, c'est quoi? C'est 10 ans d'apport de culture générale sur plein de sujets différents, avec des experts de leur domaine, des gens passionnés qui viennent partager avec vous. Donc on est sur une 10e saison et ça veut dire aussi qu'on est reconnu dans ce projet-là et voilà, on compte sur vous aussi pour partager avec les causeurs chaque semaine. Je sais que nombre d'entre vous sont en stage parfois, en apprentissage. Le lien live est là pour vous, mais également les replays. 3 ans de replay sur notre plateforme YouTube Saisie, dans la playlist Les Causeries Saisies. N'hésitez pas à aller voir l'ensemble des thématiques qu'on vous a proposées ces 3 dernières saisons. Donc voilà, aujourd'hui on reçoit donc Marianne Léourier avec grand plaisir. Marianne qui est là un peu, qui devient un peu le pilier de ces dernières années causeries, qui est notre experte art au sein des causeries saisies. Aujourd'hui, elle fait le lien avec le cinéma, un sujet qui touche tout le monde. Et je précise qu'évidemment, l'idée, c'est d'échanger. On va avoir une présentation, mais nous allons avoir un temps d'échange. Je le rappelais pour les gens dans la salle, si vous avez des questions, vous levez la main bien haut, que je vous apporte le micro, puisque les personnes derrière leur écran sont là aussi pour interagir et entendre ce que vous avez à dire. Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse suivante, causerie au pluriel @cesi.fr, CESI.fr, causerie au pluriel. N'hésitez pas et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Donc on part sur 1 heure, voilà. Prenez tout ce que vous avez à prendre. On est là, voilà, pas pour un cours. On est là vraiment pour enrichir vos connaissances, vos passions, et puis pour vous peut-être aller découvrir d'autres choses après, ou en tout cas partir dans vos vies personnelles et professionnelles avec un plus à chaque fois. Merci à tous et bienvenue Marianne, on peut l'applaudir. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer comment, en fait, la peinture, elle a influencé le cinéma depuis les débuts du cinéma. Alors, il y a des films que vous allez peut-être reconnaître, que vous avez peut-être vus. Il y en a d'autres que vous n'avez peut-être pas vus, mais après, si vous voulez la liste des films, ça, il n'y a pas de problème, hein. Je pourrais vous la transmettre si vous avez envie d'en voir certains. Voilà. Alors, donc voilà, on commence avec donc cette idée que les cinéastes, les premiers cinéastes, donc à la fin du 19e siècle, quand le cinéma va faire son apparition, ils vont se tourner vers ce qu'ils connaissent pour mettre en scène une image. Et ce qu'ils connaissent pour mettre en scène une image, c'est la peinture, parce que finalement, ça fait des siècles que la peinture, elle existe. Alors, ça peut être dans la mise en scène à proprement parler, mais ça peut être aussi dans les affiches. Donc là, vous avez un film d'horreur, hein, American Gothic, et en fait John Hughes, à la fois pour le titre de son film et pour la mise en scène, s'est inspiré de ce tableau que vous avez peut-être déjà vu parce qu'il a été beaucoup utilisé pour des publicités. Enfin, il a été pas mal détourné, celui-ci, tableau de Grandwood, et vous voyez, il reprend, bon, je sais pas lesquels ont l'air les moins sympathiques, mais il reprend vraiment la mise en scène entre donc cet homme, cette femme, la fourche, et il nous laisse deviner un petit peu finalement la suite de l'histoire. Vous avez compris que ça ne va pas bien se passer, en fait, hein, pour les personnages du film. Voilà. Alors, un des artistes qui va très probablement le plus influencer les cinéastes, c'est Edward Hopper.
Donc Edward Hopper, peintre américain de la seconde moitié du XXe siècle, qui fait beaucoup de tableaux où il met en scène les non-dits, la difficulté de communiquer dans la vie moderne, etc. Et il se trouve que beaucoup de cinéastes vont être marqués par son travail. Et là, vous avez avec Gustav Deutsch, il passe une étape supplémentaire parce que dans ce film qui s'appelle donc la Shirley, il va carrément mettre en scène, recréer les tableaux de Hopper. Donc en fait, ici, vous avez le tableau de Hopper et là, vous avez le film. Bon, alors il y a des petites différences qui sont liées tout simplement à la technique et au format. Parce que le format cinéma, c'est un peu plus rectangulaire, donc il a été obligé de rajouter des appuis de fenêtre. Mais sinon, il va vraiment reprendre les personnages, les mêmes attitudes, les mêmes couleurs, les mêmes scènes. La différence, c'est que dans Shirley, ça parle, mais on a vraiment une espèce de copier-coller pendant tout le film. Et le cinéaste qui connaît parfaitement le travail de Hopper et qui donc va utiliser les tableaux au bon moment dans son histoire en plus. Voilà. Je vous en ai mis un autre. Donc, tableau qui représente Joan Vinson, qui est la femme d'Edward Hopper. Et là, la scène de film. Alors, ça a été fait en studio, hein. C'est pas en lumière naturelle. On aurait pu, parce qu'on sait exactement où Edward Hopper a peint son tableau. Mais là, ils ont reconstitué la scène en studio, donc pour avoir exactement la même lumière, parce que c'est pas évident sinon de retrouver exactement le même éclairage. Donc là, on est carrément c'est même pas du copier-coller. Là, c'est vraiment, on refait à l'identique. Là, c'est un peu l'extrême de ma démonstration d'aujourd'hui. Sinon, ce qu'on va avoir, effectivement, c'est des atmosphères, c'est des ambiances, et puis ça va être les artistes. Certains artistes dont on va raconter la vie au cinéma. Vous en avez peut-être déjà vu, des biopics, en fait, sur des artistes. Et celui dont on a le plus raconté la vie au cinéma, c'est Vincent Van Gogh. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a toute la dramaturgie, c'est-à-dire qu'il y a concrètement toute l'histoire avec le suicide de Vincent Van Gogh, le fait qu'il soit coupé l'oreille. Enfin, donc pour les cinéastes, ça fait une histoire qui est assez dramatique. Et donc là, vous avez une des premières versions. Donc c'est un film de Vincente Minnelli, c'est un film américain avec Kirk Douglas qui essaie de se faire la même tête que Vincent Van Gogh. Alors vous verrez si ça vous convainc ou pas. Et en fait, le problème, c'est que Kirk Douglas, il n'est pas peintre. Donc on le voit pas vraiment peindre dans le film parce qu'il sait pas faire. Voilà, il a pris quelques cours pour savoir comment tenir à peu près les pinceaux, mais il n'est pas peintre. Donc en fait, ils ont tout simplement fait faire les tableaux par un peintre professionnel. Et du coup, ils ont mis dans le film. Voilà ce genre de scène, voilà ce qu'on va voir. Ça aussi, quand il se mettait ses bougies sur son chapeau pour peindre la nuit, ça fait partie des épisodes de la vie de Vincent Van Gogh qui ont un petit peu marqué quand même les biographes. Et donc forcément, c'est un peu un passage obligé dans les films. Oui, alors ne me demandez pas d'un point de vue technique comment il faisait pour pas se brûler, je ne sais pas. Voilà. Et même jusqu'au Japon, puisque là vous avez un film d'Akira Kurosawa, et Akira Kurosawa qui va demander, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un réalisateur, c'est Scorsese qui joue le rôle de Van Gogh, avec beaucoup de postiches. Et Van Gogh avec l'oreille coupée, donc avec son bandeau autour de la tête. Et en fait, il imagine que lui, en fait, est en train de regarder un tableau de Vincent Van Gogh, et en regardant le tableau, il finit par tomber dedans. En fait, il rentre dans le film, enfin dans le tableau, et donc après, il rencontre Vincent Van Gogh, qui finit par le chasser en lui disant qu'il ne veut pas le voir, qu'il prend un peu trop de place, et voilà. Alors, celui qui en France a vraiment marqué, c'est celui-là. C'est Vincent Van Gogh de Maurice Pialat avec Dutronc dans le rôle titre. Et là, pour le coup, le réalisateur est peintre. Enfin, il était peintre aussi. Ce qui fait que toutes les scènes où on voit Van Gogh peindre, ce sont les mains du réalisateur. Et il a vraiment fait les tableaux. Alors, il a un peu triché. Il avait une projection. Il repeignait par-dessus la projection, mais il peignait vraiment. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment... voilà. Là, c'est vraiment sa main qu'on voit... Donc bon, du coup, il a triché. C'est la tête de l'acteur, c'est les mains du réalisateur pour pouvoir nous donner la sensation qu'il est en train véritablement de peindre. Parce que c'est pas évident de montrer quelqu'un en train de peindre quand vous n'avez jamais fait de peinture. C'est des gestes qui sont quand même assez particuliers. Voilà. Alors, il y en a d'autres, des films de Vincent Van Gogh. Je fais une petite sélection parce qu'il y en a des dizaines en fait. Sur certains aspects de sa vie. Là, je reviens 2 secondes sur le film de Pialat. Pialat, il se concentre sur les 2 derniers mois de la vie de Vincent Van Gogh, juste avant le suicide, en fait. Alors, celui-là, vous l'avez peut-être vu, le Frida Kahlo avec Salma Hayek, de Julie Taymor. Il faut savoir que Salma Hayek, ça faisait des années qu'elle voulait jouer le rôle de Frida Kahlo quand elle va faire le film. Donc, elle a tout financé. Voilà. Elle a reçu plein de prix, voilà. Et elle s'est complètement
identifiée au personnage de Frida Kahlo. Elle a pris des cours de peinture, même si bon, c'est pas elle qui peint. Voilà. Et en fait, elle s'inspire des lettres, de toutes les lettres et du journal intime que Frida Kahlo a tenu toute sa vie. Et surtout, en fait, elle va mettre en scène les tableaux. Celui-ci, hein, c'est un tableau de jeunesse de Frida Kahlo qui représente sa sœur. Voilà, le voilà. Donc là, c'est vraiment les tout débuts de Frida Kahlo. Et puis là, donc en fait, vous avez donc ce tableau qui s'appelle les deux Frida. Et voilà, dans le film, à quoi ça ressemble. Donc en fait, elle refait les tableaux pour ponctuer l'histoire. Bon, elle a un peu romancé aussi, hein, mais après, c'est vrai que la vie de Frida Kahlo, c'est pareil. Hein. Elle est complètement tragique, la vie de Frida Kahlo, qui a cet accident quand elle est jeune avec la barre du tramway qui lui traverse le corps. Elle a eu la polio quand elle était petite, donc elle est handicapée, elle a le corset, elle va subir de multiples interventions chirurgicales. Elle a une grande histoire d'amour aussi dans sa vie avec Diego Rivera. Donc tout ça, pour un scénariste, c'est super, ça lui permet vraiment de créer une dramaturgie en fait. Parce que les peintres à qui il n'est rien arrivé, concrètement, les mettre en scène et faire un film avec eux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Alors, un autre film, c'est Pollock. Donc, Pollock, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste qui fait des tableaux avec des grandes coulées de peinture au sol. Et c'est un film d'Ed Harris. Et en fait, pourquoi Ed Harris a voulu jouer Pollock? Parce qu'il lui ressemble. Mais vraiment, c'est limite son sosie. Et plus il vieillit, plus il lui ressemblait. Donc, quand il a eu le bon âge, c'est-à-dire pareil, Pollock, il est mort jeune, il est mort dans un accident de voiture. Il était alcoolique. C'est toujours la même histoire. Mais dès qu'il a eu l'âge, en fait, il a décidé de jouer Pollock. Donc là, vous avez la photo de Pollock prise dans son atelier par un photographe qui s'appelle Ed Namout. Et là, vous avez les scènes du film. Où en fait, il a complètement mimé les gestes de Pollock. Il a appris la technique, etc. pour pouvoir jouer le rôle. Alors, pour être honnête, c'est un film qui n'a pas beaucoup marché, qui lui a quand même coûté beaucoup d'argent. Mais bon. Il y tenait particulièrement. Il y avait vraiment une espèce d'assimilation là aussi. La jeune fille à la perle. Alors, c'est un peu différent parce que c'est tiré d'un livre qui raconte de façon très, 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 très romancée la création de ce tableau de Vermeer avec Scarlett Johansson. Oh, pardon, excusez-moi, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Avec Scarlett Johansson donc, dans le rôle titre. Et donc, voilà, à un moment donné, on voit le peintre mettre en scène le tableau. Voilà. Et comme on ne sait rien sur la création du tableau, comme on ne sait rien sur l'identité du modèle, là, pour le coup, la part de l'imaginaire elle devient très importante. Mais l'idée, c'était de retrouver les bonnes couleurs, le bon éclairage, la bonne technique. Ce qui n'est pas évident, hein, en vrai. Voilà. Alors, ça, c'était comment on met en scène la vie des peintres. Il y en a, pareil, il y a d'autres films qui mettent en scène des peintres. Là, je vous ai vraiment pris quelques exemples. Et là, vous allez avoir donc comment, en fait, le cinéma, les cinéastes vont s'inspirer de tableaux plus ou moins célèbres pour pouvoir faire leurs films. Alors là, attention, on est dans les débuts du cinéma. Hein, on est dans les années 1920. Dans le cinéma allemand, avec le travail de Robert Wiene. Et Robert Wiene a affirmé, il l'a dit, c'est pas une extrapolation, qui s'était beaucoup inspiré des tableaux d'un artiste qui s'appelle Kubin, qui est son quasi contemporain, et qui faisait beaucoup de tableaux avec des grands masses sombres, comme vous avez ici. Et vous voyez même la façon dont le personnage masculin ici va venir tenir la femme. Hop, vous le retrouvez ici. Côté jeu d'ombre, de lumière pour faire peur. Ça, c'était quelque chose qui va marquer. Alors, c'est un petit peu différent avec Jean Renoir. Parce que Jean Renoir est le fils de Renoir le peintre. Donc forcément, il a baigné toute son enfance dans la peinture. Il a même posé pour son père. Hein. Et donc lui est devenu cinéaste. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il dit que ce n'était pas le travail de son père qu'il voulait imiter dans ses tableaux, mais ceux d'autres artistes. Mais qu'au final, quand il regarde ses films, il voit le travail de son père. Donc il n'a pas réussi à y échapper d'une certaine manière. Alors, c'est d'autant plus vrai que la jeune femme qui est ici, qui est l'épouse de Jean Renoir, était un des modèles de son père. Donc là, c'est vraiment très imbriqué, très intriqué. Et là, je vous ai mis cette photo juste pour que vous voyez comment il a fait pour faire ce plan-là, comment il s'est installé. Ouais, c'est un petit peu acrobatique, il faut être un peu souple. Et donc, on retrouve cette scène de la balançoire dans une partie de campagne hein, où il va s'inspirer du tableau de son père, mais y compris, vous voyez, dans la manière dont la lumière va venir se mettre sur le vêtement, va venir se mettre sur la robe. Ce qui n'était quand même pas évident.
Alors ça, c'est beaucoup moins connu. Ce sont les westerns américains. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont amateurs de westerns. Et il se trouve que les États-Unis, quand ils vont avoir le cinéma, ça va devenir un petit peu leur expression artistique privilégiée, puisque ça va vraiment être les premiers à faire les grandes épopées avec les studios d'Hollywood. Et John Ford, qui est un grand réalisateur de western, va s'inspirer en fait des tableaux de l'école de la Hudson Valley, qui n'est pas connu en France. Hein. C'est très connu aux États-Unis, c'est pas connu en France. Et donc, en fait, il va copier la mise en scène des tableaux. Et notamment, vous voyez ici les montagnes. Hein. Donc là, on est en Arizona, en fait. Hein. Et hop, vous avez ici donc, ces falaises qu'on va retrouver. Tout ce que je vous dis, ils l'ont dit. Hein. C'est pas des choses qu'on peut affirmer simplement visuellement. Là, c'est revendiqué. Hein. Orson Welles, très grand réalisateur américain également, qui va... alors, Orson Welles, en fait, il a passé son temps à prendre des références partout, sans forcer, en nous disant, il y a des références, débrouillez-vous pour les trouver. Voilà. Donc on sait qu'elles sont là, et il faudrait presque décortiquer ces films image par image pour pouvoir les trouver. Et là, donc ça, c'est un peu le film signature d'Orson Welles, c'est Citizen Kane. Et là, en fait, vous avez donc le... Xanadu, la maison, on va dire, dans Citizen Kane, qui joue un rôle très très important. Et pour pouvoir la faire, alors je ne vous parle même pas des jeux d'ombre et de lumière, hein, parce que ça, effectivement, ça s'inspire de toute cette peinture du début du XXe siècle que je vous ai montré avec Cubine. Mais regardez, hop, il reprend, hop, j'ai pas appuyé sur le bon bouton décidément, il reprend le château qui est derrière cette gravure. Vous voyez ? Voilà. Et il va s'inspirer aussi de l'île des morts de Böcklin, qu'on trouve dans un autre film, mais j'ai pas trouvé d'image, dans Le Seigneur des Anneaux. Quand il passe à un moment donné, c'est à la fin du premier volet, quand il passe à côté d'une île, on a vraiment l'île des morts de Böcklin. Mais c'est tellement furtif que j'ai pas trouvé d'image. Et quand j'ai fait un arrêt sur image, ça donnait vraiment un résultat épouvantable. Donc voilà. Mais ça, c'est un tableau qui va beaucoup, beaucoup inspirer les cinéastes. Ici, on retrouve Renoir hein, et Vincente Minnelli, donc le même que celui de Van Gogh tout à l'heure. Vincente Minnelli voulait faire un film à Paris. Et on lui a dit non, c'est trop cher. Il dit bon, bah, si c'est comme ça, je reconstitue Paris en studio. Et donc, il a refait Paris en studio, mais le Paris des impressionnistes avec les jeux d'ombre et de lumière. Et vous voyez, ce tableau-là, en fait, elle est là. Dans le coin, c'est la même. Voilà. Bon, c'est un Paris de carte postale. Hein. Ce n'est pas vraiment Paris tel que nous, on peut le connaître, hein, mais c'est pas grave. Ça, c'est... Voilà. Et c'est une comédie musicale, un Américain à Paris. Hein, c'est pour ça qu'ils sont sur les pointes. Un autre exemple, toujours un Américain à Paris. Donc ça, c'est un dessin de Toulouse-Lautrec. Et là, vous avez donc Gene Kelly qui va animer le tableau. Donc il reprend exactement, vous voyez, la position. Et après, il va danser. Finalement, il imagine ce que Toulouse-Lautrec aurait pu faire s'il avait fait d'autres dessins pour continuer la scène. Alors ça marche parce qu'il connaît très bien les œuvres de ces artistes-là. Hein. C'est-à-dire que quelque part, il le fait consciemment parce qu'il sait exactement où aller chercher ses références. Alors, toujours Renoir, qui s'inspire de Toulouse-Lautrec, avec un film qui s'appelle French Cancan. Vous voyez, il va même reprendre les bas noirs, enfin, voilà. Parfaitement assumé. Ça, je pense que vous avez déjà vu. Ne serait-ce que parce que ça a donné un smiley. Voilà. C'est donc le cri de Munch. Lequel cri de Munch s'inspirait d'une momie péruvienne. Et le cri de Munch qui va être réutilisé par Hitchcock. Alors Hitchcock, il adore, pareil, mettre des références artistiques dans ses films. Alors, c'est dans un film qui s'appelle Psychose. Et donc, il avait demandé à l'actrice de regarder le tableau, de s'imprégner du tableau pour pouvoir refaire exactement la même scène. Juste pour la petite histoire, ça se passe dans une douche. L'actrice n'a donc plus jamais pris de douche de sa vie. Tellement elle a eu peur pendant le tournage. Voilà. Bah, je vous dis rien parce que si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, je ne vais pas vous tuer le suspense. Dans Screams, le masque, là, vous le connaissez celui-là? Vous l'avez déjà vu? Et bah, c'est le cri de Munch. Hein. Et puis là, j'ai un peu triché parce que c'est un dessin animé. Mais dans Persepolis de Marjane Satrapi, elle refait le visage de Munch. Donc pareil, c'est des choses qui sont vraiment passées un peu dans notre imaginaire et notre inconscient collectif. Donc on ne le voit pas forcément, mais pourtant c'est bien là. Et dans Psychose, la maison qui est là.
le Bates Motel, joue un rôle très très important. Vous remarquez, vous avez peut-être vu la série. Ouais. Donc la maison joue un rôle très très important. Et du coup, Hopper va la reprendre, cette maison, dans cette maison près de la voie ferrée. Elle vous rappelle peut-être une autre maison, cette maison. C'est la maison hantée des parcs Disney. Et comme quoi, les références, on les trouve aussi pas forcément là où on les attend. Alors, autre film d'Hitchcock qui s'appelle Fenêtre sur cour, où en fait le héros principal a la jambe cassée, donc il regarde ses voisins, en fait, aux jumelles. Et pour pouvoir faire Fenêtre sur cour, c'est vrai que là, il l'a pas dit. Mais on a quand même la sensation qu'il s'est beaucoup inspiré du travail de Hopper, qui, pareil, fait beaucoup de tableaux. On voit les choses à travers les fenêtres, puis regardez la position, là. Même la couleur est identique entre la culotte de cette voisine sportive et la femme qu'on aperçoit ici. Voilà. David Lynch aussi a beaucoup regardé le travail de Hopper. Il est complètement fasciné en fait. Et donc ça c'est la nouvelle version de Twin Peaks. Il a carrément, vous voyez, on retrouve cette femme ici qui est très souple, hein, parce que par contre elle n'a pas une position très naturelle. Et vous la retrouvez ici. Hein. Donc vraiment il anime les tableaux. Il joue à les reconstruire. Alors ça c'est discret. Mais dans La La Land, on a cette scène qui ne correspond pas à l'esthétique du film par ailleurs, parce que ça, c'est vraiment un clin d'œil, un hommage de Damien Chazelle au travail de Hopper. C'est fugace, hein. Ça passe en quelques secondes, mais c'est là. La La Land, vous l'avez peut-être vu, c'est relativement récent. Alors, dans Orange Mécanique, vous avez cette scène-là. On a les prisonniers qui tournent comme ça en rond. Et la référence, c'est le dessin de Van Gogh. Mais c'est quand même toujours un peu les mêmes artistes qui viennent en référence. Parce que ce sont des artistes qui avaient déjà une façon de mettre en scène leur tableau qui évoque le cinéma, même si forcément ils ne peuvent pas le connaître. Sauf que bon, le tableau de Vincent Van Gogh est peut-être un peu plus désespéré que la scène d'Orange Mécanique. Il y a un peu de lumière dans Orange Mécanique. Là, il n'y a pas d'échappatoire possible. Alors, Kubrick va faire un film qui s'appelle donc Barry Lyndon. Et dans Barry Lyndon, en fait, il dit qu'il veut faire un film comme s'il faisait un tableau du XVIIIe siècle. Il veut retrouver la lumière des tableaux du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à la limite, l'histoire dans Barry Lyndon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'a pas d'importance, mais enfin, on est quand même pas loin de ne pas avoir d'importance. Mais par contre, c'est vraiment la lumière. Donc, il va s'inspirer notamment des tableaux de Wright of Derby, ce que vous avez ici. Bon. C'est une expérience assez terrible parce que le petit oiseau qui est dans la pompe, il va exploser là. Il lui enlève l'air, donc il explose. Et donc il va s'inspirer de cet univers-là pour faire les costumes, les lumières, les décors. Là, c'est l'affiche. Bon, E.T., avec les deux doigts là, qui s'inspire directement de cette fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Pareil, c'est quelque chose qu'on a vu consciemment ou inconsciemment, c'est une image qu'on a déjà vue. Et donc, quand il fait le choix de prendre cette forme-là, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait que même si on n'a pas forcément la référence immédiatement, quelque part, on l'a quand même. Alors ça, c'est moins connu. C'est un film de Clint Eastwood. Et Clint Eastwood tourne son film et il a du mal parce qu'il ne trouve pas le cadrage, il ne trouve pas la lumière. Il a l'histoire, mais il lui manque plein de détails. Et son chef opérateur, sur le tournage, vient d'aller voir une exposition sur Vincent Van Gogh. Et il lui dit, mais moi j'ai trouvé. On va faire la même lumière que Vincent Van Gogh, mais le début de la carrière de Vincent Van Gogh. Et pendant tout le tournage, en fait, ils avaient dans les loges ce tableau, les mangeurs de pommes de terre, en reproduction. Ils avaient des cartes postales des mangeurs de pommes de terre partout. Parce que le but, c'était vraiment de retrouver la même lumière. Alors, c'est pas tout à fait ce qui va se passer parce que c'est pas tourné dans le même contexte, c'est pas tourné dans la même région, c'est pas tourné à la même... Enfin, voilà. Là, on est aux États-Unis, on est plutôt en été. Là, on est en Hollande en hiver. Donc, on n'a pas la même lumière, de fait. Mais c'est ce qui va quand même les intéresser, et notamment le jeu des contrastes. Vous voyez là, on devine à peine, finalement, les silhouettes des personnages et du cheval, avec la montagne derrière. Pareil, Clint Eastwood l'a dit. Hein. Il dit, heureusement que Vincent Van Gogh était là, parce que j'arrivais pas à faire mon film.
Alors c'est moins connu, c'est un artiste qui est moins connu qui s'appelle Hammer Choi. Et Hammer Choi, en fait, il va inspirer Tom Hopper quand il va réaliser le film The Danish Girl, qui est un film très lent, très mélancolique, sur la solitude aussi. Et donc il va s'inspirer en fait effectivement des mises en scène d'Hammer Choi. Alors il fait pas des copier-coller, hein. C'est pas comme Shirley que je vous ai montré tout à l'heure, mais il va reprendre les positions, il va reprendre les silhouettes, il va reprendre la disposition dans l'espace, et donc hop, voilà, ça va faire ce genre de plan. Alors là, pour le coup, Hammer Choi n'étant pas connu du grand public, il le fait pour ceux qui vont réussir à comprendre. C'est un peu élitiste hein, comme façon de faire les choses, mais voilà, comprenne qui pourra. Et effectivement, si vous avez la référence, ça rajoute une dimension supplémentaire au film. Vous pouvez le voir sans l'avoir, mais si vous l'avez, c'est mieux. C'est souvent un peu ça, c'est-à-dire que les réalisateurs, souvent, ils jouent aussi avec ça. Ah, c'est peut-être un film que vous avez vu à l'école, ça. La Révolution française, les années Lumière, les années terribles. Et en fait, ce film n'est construit que par la succession de plans qui reprennent des œuvres célèbres qui représentent la Révolution et qui ont été faites au moment de la Révolution. Donc là, vous avez la scène du serment du jeu de paume qui est inspirée de ce dessin. Ça s'est absolument pas passé comme ça dans la réalité, on le sait, mais peu importe. Il a voulu faire un film qui est une succession de tableaux, en fait. Parce qu'il est parti du principe que ces images, on les avait vues quand on était à l'école, qu'elles étaient dans les livres d'histoire et que donc, du coup, le public comprendrait tout de suite de quoi il s'agissait. Voilà un autre exemple. Portrait de Marie-Antoinette par Madame Élisabeth Vigée-Lebrun et la version dans le film. Alors, pareil, celle-ci, elle n'est pas fondamentale pour comprendre le film, bien sûr, mais ça, c'est donc un autoportrait de Frida Kahlo, qui la représente avec sa colonne vertébrale brisée et le corset qui la maintient. Et donc ça, c'est le petit clin d'œil de Luc Besson dans Le Cinquième élément. Quand il habille son héroïne avec ses bandes, c'est vraiment une référence à une autre femme forte qui est Frida Kahlo. C'est un hommage. Dans le labyrinthe de Pan, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il y a des scènes qui ne sont pas très sympathiques, un peu voilà, dégoûtantes, où vous avez donc ici cette espèce de créature qui est en train de manger un petit bonhomme. Et en fait, Guillermo del Toro s'est inspiré de ce qu'on appelle les peintures de la chambre noire de Goya, qui sont donc des peintures très très sanguinolentes, et notamment du Saturne dévorant un de ses fils. Voilà. Et lui, il revient à plusieurs reprises dans le film, une espèce de personnage récurrent. Le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, alors elle ne raconte absolument pas elle raconte la vie de Marie-Antoinette, mais c'est pareil, c'est très 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 romancé. Et donc pour créer la mise en scène, donc ils ont tourné à Versailles. Et en fait, tourner à l'intérieur du château, finalement, il n'y a pas tellement de réalisateurs qui l'ont fait. Et pour pouvoir trouver, elle, c'était vraiment les costumes. Pour les costumes, en fait, elle a demandé à sa costumière multi-oscarisée, vraiment une costumière très 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 connue, de s'inspirer des tableaux de l'époque. Ou même un peu plus tardif. Donc Christopher Nolan avec donc The Dark Knight. Et là, son Joker, en fait, il va s'inspirer de ce tableau qui est donc un tableau de Bacon, toute une série en fait où il représente les papes comme s'ils avaient coulé, comme s'ils avaient dégouliné en train d'hurler. Et là, pareil, en fait, il a dégouliné. Et avec la sueur, le maquillage qui coule. Il rajoute une dramaturgie rien que par cet élément visuel. Bon, Bacon lui-même faisait référence à un autre artiste. Donc en fait là, il y a toute une chaîne, il y a toute une série de références. Shutter Island, alors pareil, si vous avez vu le film, en fait, vous savez ce qui se passe. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je ne vous dis rien parce que là, pour le coup, ça ne serait pas sympa de ma part. Mais du coup, quand vous avez vu le film, après vous vous souvenez de cette scène-là, vous dites ouais, mais en fait j'aurais dû comprendre. Rien qu'en voyant ce tableau-là, en fait on peut comprendre la fin de l'histoire. Donc c'est une petite incise qui met comme ça pour ceux qui peuvent comprendre. Et donc il s'inspire de ce tableau de Gustav Klimt, le baiser de Gustav Klimt. Je pense que celui-là vous l'avez déjà vu aussi. Le tableau de Gustav Klimt, on le voit quand même assez souvent. C'est pour le costume, c'est juste pour le costume. Mais Quentin Tarantino, il a une bonne culture en fait picturale, et donc quand il a besoin de faire des costumes d'époque, il adore aller chercher dans les tableaux, voilà. Bon là en l'occurrence, c'est pas la bonne époque, c'est pas le personnage du tout, mais
hop, il va reprendre ce costume de l'enfant de Thomas Gainsborough pour habiller son personnage. Faites très attention à ce genre de détails, hein, Tarantino. Quand vous regardez, c'est très très visuel. Hein. Encore Christopher Nolan, parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes réalisateurs qui jouent à ça. Et donc là, c'est Dunkerque. C'était même l'affiche. Et dans Dunkerque, en fait, on a un des personnages principaux, à un moment donné, qui regarde le bateau couler derrière. Et il s'inspire de ce tableau donc, d'un artiste allemand romantique du 19e siècle, qui donc c'est en fait l'idée c'est de faire comprendre les émotions du personnage par l'intermédiaire du paysage. Et donc hop, on a le voyageur contemplant une mer de nuages ici. Et donc là, je pense que vous voyez même au niveau des couleurs en fait. Hein. Il y a la pose, il y a les couleurs. Voilà. Il se fait plaisir aussi. Hein. Et le même artiste va inspirer Céline Sciamma dans le portrait d'une jeune fille en feu. Et en fait, il va reprendre le même tableau. Elle va reprendre le même tableau. Mais bon, elle change un petit peu parce que c'est pas une montagne, c'est la mer, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Mais le fait d'avoir comme ça un personnage de dos par rapport à nous, ce qui est déjà pas très, en fait, pas évident parce que d'habitude les artistes ils nous représentent les personnages de face. Comme ça, on accroche le regard et on rentre dans le tableau. Et là, en fait, il nous la représente de dos face à la mer, comme lui de dos face à la mer de nuages. Alors parfois, c'est carrément les tableaux ou les peintures qui vont devenir un personnage de l'histoire. Alors il y a un des tableaux un film dans lequel c'est très important, c'est Rebecca d'Hitchcock. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps, mais c'est moins vrai l'importance du tableau dans le remake. Et donc en fait, vous avez la première épouse, la première Mrs. de Winter, il y a son tableau en fait. Dans le film, on y revient sans arrêt. Et pour pouvoir faire le portrait de la première Mrs. de Winter, il s'inspire en fait de ce tableau d'un portraitiste anglais du 19e siècle qui s'appelait donc Sargent. Et donc il va s'en inspirer. Mais il n'y a pas le tableau. S'il n'y avait pas le tableau dans le film de Hitchcock, ça ne marcherait pas en fait. Hein. Pareil avec le portrait de Dorian Gray. Là pour le coup, ce sont deux tableaux qui ont été faits exprès pour le film. Le film est en noir et blanc, sauf le tableau qui est en couleur. Donc si des fois vous n'aviez pas bien compris que c'était important, il insiste. Et en fait, en gros, hein, c'est tiré d'un roman. Mais l'idée c'est que... Oh, mais c'est pas vrai, pardon. L'idée c'est que le personnage en fait, de Dorian Gray peut faire à peu près tout ce qu'il veut, se comporter très mal. C'est son portrait qui s'abîme. Donc lui, il vieillit pas, il n'a aucune marque du fait qu'il boive, etc. sur lui. C'est le portrait qui s'abîme. Donc ça, c'est au début du film et ça, c'est à la fin. Voilà. L'île des morts, on la retrouve. Hein. Sauf que là, carrément, le film s'appelle l'île des morts. Donc là, on a vraiment le tableau et le point de départ de l'histoire. Hitchcock, vous voyez qu'on fait toujours avec les mêmes réalisateurs. Dans Vertigo, en fait, vous avez donc le personnage ici, joué par Kim Novak, qui regarde en fait ce portrait au musée pendant des heures. Et c'est vraiment un des éléments, un des ressorts dramatiques de l'histoire, parce que c'est là qu'elle va rencontrer le héros, c'est là que l'histoire va commencer véritablement à s'enclencher. Alors parfois aussi, le fait d'avoir certains tableaux dans des films nous dit quelque chose. Dans le Titanic, il y a ce plan, vous avez donc Rose, qui dit qu'elle a amené des tableaux à l'intérieur du Titanic. Les tableaux qu'elle amène à l'intérieur du Titanic, c'est pas n'importe quoi, c'est un à peu près de gain. Parce que ce tableau n'existe pas. Et les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Alors les Demoiselles d'Avignon de Picasso n'ont jamais été sur le Titanic. Hein. Il y avait des tableaux dans le Titanic, mais pas ceux-là. Et alors, en fait, elle explique que c'est un artiste, donc elle parle de Picasso, que c'est un artiste qui a de l'avenir, qu'elle est sûre qu'il va avoir une grande carrière, mais que son fiancé ne l'aime pas du tout, qu'elle l'a forcé à l'acheter. Voilà. C'est un peu une façon de dire qu'elle est une femme ouverte d'esprit, moderne, d'avant-garde, alors que son fiancé est complètement rétrograde. Sans nous le dire. Voilà. C'est-à-dire qu'elle, elle soutient l'art moderne quand lui, il est beaucoup plus traditionnel dans ses goûts. Et bien sûr, le personnage joué par DiCaprio, qui est peintre, va voir les tableaux et va les trouver merveilleux. Donc c'est aussi une façon de montrer à quel point lui aussi, il est moderne et ouvert d'esprit. Voilà. Donc pareil, c'est des petites incises comme ça, mais où ils vont donner vraiment une importance très importante, effectivement, à ces tableaux. Et à la fin du film...
c'est pas forcément ce que vous avez retenu, mais il y a un plan où on voit le bateau couler et à la surface de l'eau de la mer, on voit les tableaux s'enfoncer. Un peu comme un symbole de la perte de l'espoir. Ah, il faut connaître un petit peu le monde asiatique. Takeshi Kitano, il est peintre aussi. Mais vraiment, il est connu comme peintre. Hein. Il n'est pas que réalisateur. Et Takashi Kitano, il va donc faire ce film qui s'appelle Hanabi. Et dans Hanabi, en fait, il raconte l'histoire d'un peintre. Et en fait, quand vous voyez... Donc là, ça, c'est le tableau qu'il a peint, lui, pour le film. Et ça, c'est le tableau dans le film. Et quand on voit ce tableau, si on connaît un petit peu la symbolique de la peinture asiatique, qui échappe quand même globalement aux Européens, mais qui échappe pas du tout aux Asiatiques, en fait, si vous avez un paysage de neige, ça veut dire la mort. C'est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, en fait, il annonce la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il annonce que le héros va mourir. Et effectivement, dans le film, la dernière scène, c'est ça, avec le héros qui tombe dans la neige et qui laisse une trace, alors pas exactement celle-ci, mais qui laisse une trace rouge dans la neige, qui ressemble beaucoup, effectivement, à ce que vous avez ici. Voilà. Et là, pour le coup, c'est pas de l'ordre du clin d'œil, c'est pas de l'ordre de comprenne qui pourra, parce que tous les spectateurs asiatiques qui ont vu ce film savaient. Voilà. Les Européens, à la fin, ah bon ? Je ne m'attendais pas à ça. Alors qu'en fait, il nous le dit dès le départ. Ça, c'est dans les premières minutes du film. Hein. Donc, le suspense, il ne se joue pas à ce niveau-là. Voilà. The Truman Show. Donc, dans The Truman Show, en fait, l'idée, c'est que le personnage, en fait, vit dans une télé-réalité, mais sans le savoir, depuis sa naissance. Et là, c'est la scène finale où il y a ce décor comme ça. Et en fait, il va monter les marches. Et on sait qu'il va s'en aller, il va s'échapper. Peut-être. Parce que peut-être que finalement, il va tomber dans un autre faux semblant. Peut-être qu'il n'est pas aussi libre que ce qu'il pense être. Et ça, on va le retrouver dans ce tableau de René Magritte, où effectivement, on va retrouver ces escaliers, mais qui débouchent sur nulle part, en fait. Qui ne nous donnent pas d'ouverture, qui ne nous donnent pas d'échappatoire. C'était ça un petit peu l'idée. Architecture de l'impossible, que vous retrouvez chez Christopher Nolan, dans Inception. Alors, je ne trancherai pas la question sur Inception à la fin, mais à plusieurs reprises, on a ce genre de plan, en fait, où on les voit comme ça, marcher dans des labyrinthes impossibles. Il y a plus de... En fait, ils perdent le dessus, le dessous. Visuellement, c'est un film magnifique, parce qu'il s'amuse à plier les paysages, etc. Et la référence, ce sont les prisons qui ont été gravées par un artiste qui s'appelle Escher. Vous voyez, on ne sait plus trop dans quel sens. Là, ils montent, ils descendent, on ne sait plus. En fait, c'est une espèce de tourbillon carré. Alors, je vous ai mis celle-ci, j'aurais pu vous en mettre d'autres. Hein. Mais là, je trouvais que ça, pour le coup, la comparaison marchait plutôt pas mal entre le plan du film et la gravure. Voilà. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors parfois, mais ça vous le savez, dans certains films, on a la sensation que les réalisateurs, ils se sont inspirés du cinéma, mais ils ont aussi finalement mis en scène des artistes, se sont inspirés de plans, se sont inspirés de coupes, se sont inspirés de modèles. Mais puis parfois, ils vont carrément reprendre en fait comme propos du film la peinture elle-même. Et donc là, alors j'ai un peu triché parce que c'est pas un film, c'est un dessin animé. Parce que c'est plus simple visiblement à faire en dessin animé. Et donc là, en fait, dans ce dessin animé, vous avez un petit personnage qui est là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Et ce petit personnage, en fait, elle va sortir de son tableau. Elle sort de son tableau parce que son tableau, il n'a pas de couleur. Et c'est triste. Donc, elle a envie d'avoir un monde, elle, avec de la couleur, de l'animation. Et donc, elle va, à ce moment-là, aller voir les autres tableaux qui sont dans l'atelier pour leur demander, en fait, s'ils ne peuvent pas lui donner un peu de leur couleur. Et donc, du coup, elle va rencontrer comme ça un certain nombre de tableaux. Et donc, ici, vous avez un tableau qui s'inspire du travail de Henri Matisse, des odalisques, les femmes nues allongées de Matisse, qui vont effectivement nourrir
inspirer en fait le travail du réalisateur. Alors c'est pas une copie parce que ça n'a pas d'intérêt, mais on comprend ce dont il s'inspire. Alors là, il y a un présupposé aussi au départ, c'est que si on va voir ce film, c'est que quelque part on aime déjà la peinture, c'est que quelque part on aime déjà l'histoire de l'art et que du coup la référence on va la comprendre, on va la voir immédiatement en fait. Voilà. C'est un petit peu le deal, si vous voulez, qu'on passe avec le réalisateur. Elle rencontre des artistes aussi, des autoportraits. Alors, ils sont plus ou moins gentils avec elle, ce qui correspond à la réalité des caractères des artistes qu'on connaît. Il y en a qui sont qui étaient plus ou moins sympas. Et en fait, l'atelier est très grand, donc il y a plein de styles d'artistes différents. Donc, le petit personnage va choisir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Et c'est comme ça qu'on va effectivement réussir à avoir l'animation du film. Bon, elle gagne des couleurs à la fin. Tout va bien. Ils veulent bien lui en donner. Voilà. L'odalisque est d'accord. Mais du coup, elle rentre dans chaque tableau, elle va explorer les coins. Et donc, il joue aussi avec les détails de la peinture. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, nous, forcément, au premier regard quand on voit un tableau. Pourtant, c'est là. On sait qu'ils sont là, ces détails, mais on ne va pas forcément les voir, vous voyez. Donc, du coup, il va s'amuser avec ça. Oui, hop, grande discussion entre l'odalisque et le petit personnage qui a déjà à ce moment-là gagné des couleurs, parce qu'elle est déjà passée dans d'autres tableaux. Alors ce sont essentiellement des tableaux du XXe siècle qu'il va utiliser, et celui-là il est vraiment intéressant parce qu'effectivement Matisse est un des peintres de la couleur. Donc c'est presque aussi une espèce de cours d'histoire de l'art accéléré qu'il nous propose en nous permettant de nous balader entre les courants artistiques en fait qui sont à l'œuvre. Puis on retrouve, ça aussi c'était une des caractéristiques du travail de Matisse, la présence de ce cerne tout autour de la figure féminine. Ça c'est quelque chose effectivement qui est fréquent chez le peintre. Alors ça c'est un film que pour le coup je vous encourage à essayer d'aller voir, ne serait-ce que pour la prouesse technique, parce que donc l'idée c'est qu'ils ont animé mais vraiment les vrais tableaux de Van Gogh. Donc ils ont pris un certain nombre d'images et ces images-là, en fait, ils leur ont donné vie en créant comme ça un mouvement, en créant une impulsion, tout en respectant, et c'est ça qui est très beau, vous voyez, ces empattements de matière qu'on a ici, qu'on a dans les cheveux, qu'on a sur la table, qui sont les empattements de matière caractéristiques du travail de Vincent Van Gogh, et ben hop, ils les ont respectés. Et donc les personnages, pareil, vont prendre vie. Alors il y a quand même une histoire, c'est pas simplement pour le plaisir de faire une animation, et donc l'histoire c'est notamment un personnage pareil qui rentre dans les tableaux, qui commence à se balader, à essayer de regarder, et pareil Van Gogh finit par les mettre dehors parce qu'ils ont rien à faire dans ces tableaux quand même. Et alors ça c'est une scène, c'est un tableau de Van Gogh qui s'appelle le champ de corbeau, le champ de blé au corbeau, qu'on a longtemps pensé être le dernier peint par l'artiste. Alors on sait aujourd'hui que c'est pas le dernier, mais c'est un tableau qui a pris une valeur très 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 forte parce qu'on a voulu y lire un petit peu l'annonce du suicide. Bon, en fait c'est juste, il fait très chaud, il va y avoir un orage. Voilà. Et du coup le personnage qui est Vincent Van Gogh là, il avance dans le champ et en avançant il dérange les corbeaux qui s'envolent. Donc là c'est ça un petit peu qu'il raconte à l'intérieur de cette scène. Donc là on a quelque chose de différent, vous voyez encore une autre manière de mettre en scène la peinture au cinéma. Voilà. Alors, du coup, je vous ai fait une sélection. J'aurais pu vous en montrer beaucoup d'autres. Il y a peut-être des choses, même vous, spontanément, qui vous sont venues là quand je vous en ai parlé là, parce que voilà, il y a Hitchcock, encore une fois, qui s'en est beaucoup inspiré. Récemment, c'est Christopher Nolan. C'est vraiment des artistes des artistes qui vont vouloir communiquer avec d'autres artistes. Et puis, on pourrait faire la proposition inverse, c'est-à-dire qu'on pourrait voir aujourd'hui quels sont des peintres qui s'inspirent du travail des cinéastes, parce qu'il y en a. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu comme ça. Alors, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a... je vous disais que la peinture et le cinéma étaient très liés, mais ça, c'est dès le départ. Le cinéma va donc être inventé par les frères Lumière.
sais pas si ça vous dit vaguement quelque chose. Et en fait, les frères Lumière, ils disent dès le départ que la peinture la plus cinématographique qui existe, c'est la peinture des impressionnistes français, donc fin 18e, début du 20e siècle. Vous allez beaucoup entendre parler des impressionnistes cette année parce qu'on fête leur anniversaire. Et parce qu'il disait, qu'est-ce qu'ils peignent les impressionnistes? Ils peignent les nuages, ils peignent la vapeur, ils peignent les contrastes lumineux. Et qu'est-ce que c'est que le cinéma, si ce n'est la mise en image et en action du contraste lumineux sur la surface de la pellicule. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi les inspirer. Et donc voilà, ces liens-là, ils sont très très étroits. Et puis on a quand même pas mal de cinéastes qui ont fait de la peinture. Un peu moins de peintres qui ont fait du cinéma, mais ça c'est plus une raison logistique et technique. Mais on a pas mal de cinéastes qui essayent de faire à un moment ou à un autre, qui s'essayent au dessin ou à la peinture. Alors j'ai pas mis les sculpteurs parce qu'on était aussi concentré aujourd'hui sur la peinture, mais il y a aussi notamment des biopics qui racontent la vie des grands sculpteurs. Voilà, j'ai fait un choix. Et puis c'est vrai que la sculpture au cinéma, c'est un peu moins marquant, on va dire, que la peinture qui, elle, est vraiment très 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 marquante. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu certains des films que je vous ai diffusés. Je pense que peut-être les plus récents, vous les aviez vus. Les autres, c'est peut-être moins évident parce qu'en plus, il y en a vraiment des très anciens. Donc, c'est vrai que j'ai un peu... Voilà, je ne vous ai pas mis les très très anciens. Voilà, je n'ai pas multiplié les exemples. Mais au début de l'histoire du cinéma, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, dans le monde du dessin animé également. Chez Walt Disney, on est bourré de références, en fait. Voilà, pareil, j'ai un peu triché, je vous ai mis un peu de dessin animé, mais pas beaucoup. Mais on pourrait faire ça avec Walt Disney, on est truffé. Donc voilà. Merci beaucoup Marianne pour cette présentation. On va pouvoir passer aux échanges. Donc si vous nous regardez à travers le live, vous posez vos questions à causerie@cesi.fr. Alors dans la salle, si vous avez des questions, vous levez la main bien haut. Moi, je vais commencer. Vous parliez de sculpteurs, il y a d'autres choses, mais les photographes aussi, j'imagine. Oui. Puisqu'en plus, on a des photographes sur les lieux de tournage. Donc, comment ça peut fonctionner aussi? Alors, pour le coup, les photographes inspirant directement le cinéma, c'est moins vrai. Par contre, effectivement, les photographes sur les plateaux de cinéma, oui, bien entendu, parce qu'il y a les photographes de plateau. Et puis, il y a par exemple Elliot Erwitt, qui vient de mourir, qui était un grand photographe américain, qui lui était photographe de plateau hollywoodien, qui a beaucoup photographié Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe, donc au cinéma, mais en dehors aussi après, parce qu'ils ont lié, voilà, ils ont eu ces destins très très étroits. Et là, je sais qu'il va y avoir un film qui va sortir sur une photographe qui s'appelle Lee Miller. Et donc qui a été à la fois modèle et photographe. Donc ça commence à arriver, mais pour l'instant c'est pas encore trop marqué. Peut-être parce que finalement le cinéma et la photo sont des frères jumeaux et sont apparus presque en même temps quelque part. Et l'un découle de l'autre. Donc ça arrive pas encore, mais ça c'est plus insidieux peut-être aussi, effectivement. Une question, j'arrive. Moi, j'avais une question par rapport est-ce que pendant des tournages de films ou autres, il y a des peintres qui sont venus pour exprès pour le film, peindre pour le film ou ça peut, autre? Ça peut. Alors, il y a le cas où c'est des biopics. Donc là, effectivement, on va demander à des artistes de repeindre les tableaux parce que concrètement, on en a besoin dans le film. Par exemple, sur le Frida Kahlo, il y avait une artiste qui était là pour peindre les tableaux au fur et à mesure. Parfois, ils les font faire à l'avance, parfois, c'est peint au fur et à mesure. Et puis, il y a une autre... parfois, les tableaux, ils sont en arrière-plan aussi. Ils sont là pour le décor. Donc, certains vont faire appel à des peintres professionnels pour faire le décor. Que c'est un rapport ou pas avec l'histoire, d'ailleurs. Ça, c'est plus... voilà. Mais oui, ça peut arriver, tout à fait. Après, ça dépend, concrètement, ça dépend aussi des moyens de la production. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous faites un film sur un peintre, c'est un peu compliqué de ne pas montrer les tableaux, quand même. Justement, est-ce que les experts historiques sont là aussi, j'imagine, pour valider ou non certaines références? Ouais, alors pareil, ça dépend. Dans le cas, je reprends le Frida Kahlo, parce que le Frida Kahlo, c'est vraiment un très bon exemple. Ils ont travaillé avec une des plus grandes spécialistes de Frida Kahlo, qui a écrit une biographie de Frida Kahlo, une biographie romancée de Frida Kahlo, qui doit faire quelque chose comme 1000 pages. Enfin, c'est un énorme pavé. Et elle était là sur le plateau et elle a carrément influencé le scénario.
Donc oui, là, voilà. Après, sur un tableau, comme un film comme La jeune fille à la perle, il n'y a pas un spécialiste de Vermeer, je pense, qui n'a pas hurlé devant ce film. Tellement c'est n'importe quoi d'un point de vue historique, mais c'est beau. Voilà, c'est la bonne lumière, c'est les bonnes couleurs, c'est le bon rendu visuel. Par contre, l'histoire n'a rien à voir. Bon, cela dit, La jeune fille à la perle, au départ, c'est un livre. Voilà. Donc c'est hyper variable en fait. Le Van Gogh de Piala, qui à un moment de sa sortie est passé pour être vraiment historiquement très très exact. Aujourd'hui, on a avancé dans la connaissance qu'on avait de l'artiste, de son travail, etc. Et donc on sait que c'est pas bon, quoi, historiquement parlant. Ça n'a pas de fond. Mais bon, il en reste que quand même Dutronc s'est pris pour Van Gogh et s'est complètement incarné dans le personnage et que l'interprétation reste exceptionnelle. Voilà. Et j'imagine que là, vous nous faites voir des grands classiques, hein, mais il faut le préciser, hein, c'est des classiques à une certaine époque, avec certaines mentalités. Comme vous dites, aujourd'hui, on a des connaissances supplémentaires alors qu'à l'époque, on était sur du classique et sur du vrai. Alors, en l'occurrence, le Piala, c'est 80. Le film dont je vous parlais, c'est 91, donc c'est pas si vieux non plus que ça. Ouais, mais on a, depuis 4-5 ans, fait des progrès fulgurants en fait, sur la connaissance de Van Gogh. Donc on devrait refaire un film sur Van Gogh aujourd'hui. Les derniers qui ont été faits, ils se sont beaucoup moins attachés à parler de la peinture de Van Gogh finalement parce qu'ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Ils se sont plus arrêtés sur l'anecdotique de sa biographie en fait. Voilà. Et puis on fait moins de films biographiques sur les peintres aussi aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est quand même vrai. On va utiliser plus les références visuelles. Merci. Alors, on a vu plein d'images qui ont été utilisées ou détournées dans le cinéma. Et ma question, elle va se poser sur les droits d'auteur pour les peintures. Ouais, Comment est-ce que ça se passe pour les peintures, justement ? Alors, tout va dépendre depuis combien de temps les artistes sont morts. En gros, alors, le droit français et le droit américain, c'est pas les mêmes durées. Mais en gros, il y a un temps après la mort de l'artiste. Vous avez peut-être entendu parler avec Mickey. Mickey vient de tomber dans le domaine public, là. Enfin, le premier Mickey. Parce qu'apparemment, ils sont en train de préparer un film d'horreur avec Mickey. Mais oui, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, le Mickey de Steamboat Willie. En fait, en France, c'est 50 ans plus les guerres. Parce qu'on estime que pendant la période des guerres, les artistes n'ont pas pu toucher leurs droits d'auteur comme ils l'auraient dû. Ça, c'est les droits d'auteur. C'est pas les droits dits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est ce qui fait qu'on n'a pas le droit normalement de faire n'importe quoi avec une image. On n'a pas le droit de la détourner. En France, hein, j'entends. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'ils ont la notion de copyright et c'est plus compliqué. Donc en fait, ça dépend. Puis parfois, dans le cas de Frida Kahlo, il y a des ayants droit Frida Kahlo qui ont du coup donné leur accord. Voilà. Van Gogh, il y a des ayants droit, mais bon, voilà. Dans le domaine français, ça pose pas de problème. Voilà. Des héritiers, ouais. Qui savent pas. C'est ceux qui ont le droit en fait de dire si on peut faire ce qu'on peut ou pas faire avec les artistes. Alors vous avez des ayants droit qui sont des héritiers qui sont très rigoureux, qui regardent beaucoup. C'est le cas de Picasso par exemple. Picasso, ça coûte très très cher d'utiliser les images de Picasso. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas encore eu de grands biopics Picasso. Matisse, c'est pareil. Alors, ce n'est pas une question d'argent. Matisse, ils font très attention à la qualité des reproductions des œuvres. Donc, ça complique un petit peu les choses. Monet, les héritiers Monet, ils font aussi très attention. Donc, ce n'est pas facile. Puis, il y en a d'autres, ça passe très bien parce qu'ils font beaucoup moins attention. Dans le cas de Renoir, c'était son fils. Donc, il n'allait pas aller lui chercher des problèmes. Voilà. Quand les artistes sont vivants, on va leur demander. Mais c'est assez rare quand même qu'on utilise des artistes vivants. Et puis des fois, c'est pas des citations, c'est pas des copies, c'est des citations. Alors là, ça complique encore la chose parce qu'il faudrait démontrer juridiquement que c'est une copie, pas une citation. Enfin, voilà. Puis bon, on peut aussi prendre ça comme un hommage, hein, parce que c'est ça la plupart du temps. Donc ils n'ont pas trop de raison de se fâcher, on va dire. Dans les biopics, c'est un peu différent parce que s'ils passent pour des personnages pas très sympathiques ou des choses comme ça, ok, mais voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir, à votre avis, quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour évaluer un art ? Oula. Moi, je vais vous dire que... quels critères pour évaluer un art ? Moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a un critère qui est très important, c'est le subjectif. Vous aimez ou vous aimez pas ? Déjà, c'est bien. Je veux dire, vous avez le droit d'aimer des choses ou de pas aimer des choses, et c'est pas parce qu'un artiste est hyper connu que vous devez l'aimer. Je vais prendre un exemple très concret. La Joconde, tableau le plus célèbre du monde. Moi, je ne comprends toujours pas. Hein.
Voilà, ça fait des années que je passe devant, ça fait des années que je ne comprends pas. Donc je pense que voilà, il y a ce critère-là. Après, vous pouvez vous appuyer sur des critères plus objectifs qui sont la technique, qui sont si l'artiste il apporte quelque chose de nouveau à son art. Mais ça suppose déjà d'avoir un petit peu de connaissance. Le premier abord, c'est vous l'émotion que vous allez ressentir ou pas devant une œuvre d'art. Et si vous avez de l'émotion, c'est gagné. Si vous ressentez rien, bah tant pis. Voilà. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas d'ailleurs. Hein. Pour moi, ça marche dans les deux sens. Voilà. Mais je suis pas sûre qu'il y ait de critères objectifs en fait. Ouais, surtout qu'on peut aimer la technique sans rien ressentir. Se dire oui, on sait que c'est beau, c'est bien fait, mais voilà c'est. Et puis d'un même artiste, il y a un tableau que vous pouvez adorer et détester le tableau d'à côté. Et puis ça va dépendre de votre vie, de votre vécu, de votre parcours, voilà. Ce qui est sûr, c'est que pas parce qu'un artiste est connu que forcément vous devez aimer. Ça, faut pas vous bloquer là-dessus, quoi. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a eu des exemples parce que vous dites la majorité des œuvres que vous avez présentées, c'est revendiqué. Ouais. Est-ce qu'il y a souvent on a l'impression qu'il faut trouver des références à tout, que il s'est inspiré de ça, on a des experts sur tel ou tel sujet qui dit moi je pense qu'il a. Est-ce qu'il y a eu des gros flops, on va dire, ou des gens qui ont dit non mais en fait pas du tout, je me suis pas du tout inspiré de ça. C'est possible. J'avoue que là je sais pas vraiment parce qu'en tout cas moi j'ai vraiment pris des choses qui étaient soit évidentes, soit totalement revendiquées. Voilà, Hitchcock n'a jamais dit, par exemple, je vous ai montré le Fenêtre sur cour, Hitchcock l'a jamais dit, mais il a jamais dit le contraire non plus. Voilà, et ça correspond bien au film. Donc voilà. Après, oui, parfois on tire un peu, peut-être on va tirer par les cheveux, mais c'est vrai que voilà, Christopher Nolan l'a jamais dit non plus. Mais pareil, il a jamais dit le contraire. Alors c'est quelque chose qui a été dit tout de suite. Luc Besson avec le 5e élément, il n'est pas clair sur le fait que c'est une référence à Frida Kahlo ou pas. Des fois il dit oui, des fois il dit non. Alors comme ça, nous, on est entre les deux. Voilà. Mais oui, ça a dû arriver que certains disent « Ah non, pas du tout, vous êtes allé trop loin ». Ma question, c'est... Ok. Comment les tableaux ils vont s'adapter dans les films. Et on a vu, c'était les décors, les costumes. Ouais. Mais et c'est quoi le message qu'il veut, le réalisateur? Est-ce que ça... a une importance pour le personnage ou dans les décors Alors ça peut, dans le cas par exemple de Rebecca, c'est un élément déterminant. Il y a un autre film qui s'appelle Laura, d'Otto Preminger, avec une actrice qui s'appelle Jen Turner, donc c'est un film américain. En fait, on ne voit le personnage de Laura, on ne va pas le voir pendant une bonne partie du film, on ne voit que son tableau. Et du coup, elle obsède le héros, parce qu'il a vu le tableau, il est tombé amoureux du tableau en fait. Donc ça peut arriver. Et sinon, des fois, c'est juste un élément de décor. Comment le réalisateur il va exprimer les émotions à partir du tableau pour refaire ressentir dans son film? Je sais pas si c'est compris, mais... je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je vais tenter une réponse. Si c'est pas ça, c'est que j'ai pas bien compris la question. En fait, parfois aussi, c'est le cas par exemple du Citizen Kane. En fait, il veut créer une forme d'angoisse. Et donc, il va utiliser cette gravure qui représente quand même la mort. Ouais, ou le Joker. Le Joker, ça marche super bien. Le Joker, on sent tout de suite, quoi. Ça va pas. Voilà. Donc, parfois, c'est comme ça. Parce qu'il part du principe qu'on va comprendre la référence aussi. Voilà. Donc, parfois, oui, les références, elles sont plus évidentes. Et donc, l'émotion, elle naît comme ça. Et puis, parfois, non, parce que c'est pas le but. Et puis quand c'est des cadrages aussi, ça peut être, tiens, on sait que ce tableau-là, il est émouvant, on va refaire le même cadrage en espérant que la personne va être émue. Le spectateur va être ému. Moi, je voulais juste parler de l'Atelier des Lumières, où là, moi, j'ai découvert effectivement qu'on pouvait aussi rentrer dans un tableau avec un film. Et j'invite tout le monde, Van Gogh, Goya, Klimt, Tisson, et c'est canon. Et la musique. Et je crois que, alors je ne sais pas quand c'est, mais il va y en avoir une sur, je crois que c'est à la rentrée prochaine. Ils vont faire une expérience immersive dans les œuvres de Frida Kahlo. J'ai vu ça. Ouais, on parlait de l'Atelier des Lumières qui se trouve à Paris, qui est un grand hangar où vous pouvez voir donc des expositions avec plein de tableaux dans un film immersif en fait, où il y en a sur les plafonds, sur les sols, avec de la musique. Voilà. Enfin, pour le coup, il n'y a pas qu'à Paris, je crois qu'il y a à Lyon aussi. Il y en a aussi à Lyon et autres. Et donc voilà, c'est une autre façon effectivement de rentrer dans la peinture. Avec Klimt, ça marchait plutôt bien parce qu'on était vraiment projetés à l'intérieur de ces tableaux.
On va conclure là. Merci beaucoup. Vous pouvez encore applaudir Marianne. Ça a été hyper intéressant. J'espère que vous comprenez l'intérêt justement de ces causeries. Vous apportez de la culture générale. Ça va peut-être donner envie à certains, s'il vous plaît, d'aller voir ces classiques, de se replonger dans certains films que vous adorez pour aller chercher les références. C'est vraiment important de s'ouvrir à tout ça. Et je remercie ceux qui nous ont suivis à travers le live. Si vous avez la moindre question en salle ou sur le live, envoyez vos questions à causerie@saisie.fr. Et je vais pouvoir aussi vous présenter, donc évidemment le YouTube, vous pouvez revoir les causeries comme je vous en parlais sur la playlist Les causeries Saisie. Et pour la semaine prochaine, je vous propose de changer totalement d'univers, mais on va parler de coopération des équipes, la collaboration, la coopération. C'est vraiment hyper important pour vous tous. Alors apprenants qui êtes là, évidemment, dans tous vos projets, que ça soit perso ou pro. Et puis ceux qui nous regardent, évidemment, un grand plaisir de vous accueillir chaque semaine. À la semaine prochaine. Bon après-midi à tous et meilleurs vœux encore. On est au mois de janvier. Donc voilà. Merci encore, Marianne.